La guerre transforme des hommes ordinaires en héros, mais tous ne choisissent pas le chemin de la bonté et de l'ordre sur la voie de l'héroïsme. Certains hommes préfèrent par le chaos, et la rébellion est pleinement ancrée dans leur ADN. L'un de ces héros. Le service militaire est sa matière à légende. Eh bien, je ne suis pas un héros, je suis juste un survivant. Parmi les nombreux soldats qui ont servi dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, une équipe d'élite se distingue. Pas seulement pour leur impact pendant la guerre, mais aussi pour leur comportement désordonné et leur attitude de hors-la-loi. Voici l'histoire des Filthy 13, les soldats secrets que les États-Unis avaient les peur d'envoyer au combat. Jake McNasty McNeese, l'homme derrière le chaos. Il y a des personnes qui sont littéralement nées pour le désordre, et James McNeese était l'un d'eux, sinon le meilleur à jamais sortir de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, si vous n'êtes pas trop familier avec les histoires des guerres mondiales, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas qui est ce gars. Alors permettez-nous de vous plonger dans l'histoire de l'une des figures les plus énigmatiques à avoir jamais servi dans l'armée des États-Unis, bien que son histoire ne soit pas celle du bon soldat héroïque typique. Il s'agit plutôt d'un soldat désordonné, rebelle, non conformiste, qui a gravi les échelons malgré le fait d'être l'un des hommes les plus désobéissants et controversés de l'armée à l'époque. Êtes-vous prêt à être surpris? Alors, plongeons dans l'histoire de ce personnage hors du commun. La vie précoce. Le 24 mai 1919, la famille d'Eli Hoog et de Rebecca McNeese a été bénie avec leur 9e enfant, un joli garçon qu'ils ont nommé James Elber McNeese. Beau nom, non? Sauf que c'est probablement la seule chose agréable à propos de cet homme. Et comme vous pouvez le deviner par son surnom, McNeese était aussi mauvais qu'annoncé. Mais c'était un petit garçon doux avec des yeux rêveurs et un sourire charmant. Il est né pendant la Grande Dépression, donc ses yeux rêveurs sont rapidement devenus méfiants face au travail, au stress et à la nécessité de joindre les deux bouts. Alors que la crise économique frappait plus durement, la famille a déménagé à Ponca City, dans l'Oklahoma, en 1931. Ce serait leur destination finale, et en 1939, James McNeese avait déjà obtenu son diplôme de l'école secondaire, mais il n'est pas allé directement dans l'armée. Non, pas encore. Il a d'abord exploré une carrière dans la construction routière, mais cela ne semblait pas vraiment le passionner. Alors il a abandonné et est allé travailler à l'arsenal de Pine Bluff, un endroit aussi explosif que le caractère de McNeese. Là, il a mis la main sur quelques explosifs et a appris comment ils fonctionnaient. Cela serait finalement essentiel pendant son temps dans l'armée. Mais quelque chose de dramatique était sur le point de se produire qui changerait le cours de la vie de McNeese à jamais. Qui aurait cru à l'époque que ce jeune garçon deviendrait une icône nationale, exceptionnelle dans sa propre classe? Carrière militaire. Comme un voleur dans la nuit, la Seconde Guerre mondiale a frappé et tout le monde se faisait recruter. Le moral était élevé et chaque jeune homme voulait être un soldat américain héroïque, du moins la plupart d'entre eux. On s'attendrait à ce que McNeese se jette immédiatement dans les bras de l'armée où il pourrait pleinement exprimer ses capacités exceptionnelles. Mais non. En raison du fait que McNeese travaillait à l'époque avec le service d'incendie, il n'a pas été contraint de s'enrôler. Mais on ne peut pas garder un homme comme McNeese à l'abri des ennuis trop longtemps. Il était comme un aimant à problème. Il le savait et l'exploitait bien. Il a même acquis la réputation d'être un perturbateur, et c'est l'une de ses frasques qui lui a finalement attiré des ennuis avec la loi. Son parcours vers l'armée a commencé après une bagarre dans un bar. Pour se débarrasser de la police et éviter d'être envoyé en prison, McNeese a décidé de s'enrôler. Ses connaissances en explosifs, couplées aux compétences en démolition qu'il avait acquises pendant son temps en tant que pompier, se sont révélées essentielles à son succès astronomique dans l'armée. Ainsi, en septembre 1942, McNeese se retrouva devant un sergent sceptique au camp d'entraînement de Toccoa. Dès le premier jour, il était évident que ce gars était différent. Il y avait quelque chose en lui qui le distinguait. Au fur et à mesure que l'entraînement progressait, McNeese a commencé à attirer l'attention de ses supérieurs, à la fois positivement et négativement. D'une part, Zatokondan, c'était un très bon soldat et il performait remarquablement dans tous les aspects de l'entraînement. Il n'avait pas peur de relever les défis qui lui étaient présentés et trouvait toujours un moyen d'impressionner tous. Mais d'un autre côté, il avait une personnalité si explosive qu'il était difficile de comprendre comment quelqu'un de si mauvais pouvait être si bon. Dès sa première semaine, il était évident qu'il était source de problèmes. Après avoir été témoin d'une assiette de beurre dévorée avant d'arriver à sa table, il s'est levé et a décidé de se plaindre au sergent de masse.
Mais ce n'était pas une plainte digne. Au lieu de cela, les deux hommes échangeaient quelques mots de défi, ce qui a finalement conduit McNeese à se lancer sur l'homme. Heureusement, ses amis l'ont retenu avant qu'il ne puisse endommager le visage du sergent. Mais fidèle à son style, il est allé chercher l'homme 2 jours plus tard, l'a trouvé seul et l'a mis à terre. Pour la première de nombreuses fois, McNeese s'est retrouvé à l'endroit qu'il appellerait plus tard chez lui, la prison militaire. Mais il y avait encore plus de problèmes en gestation chez ce jeune homme. Par exemple, au départ, McNeese était toujours absent des retraites. Lorsque son supérieur le confrontait, McNeese répondait avec sarcasme et citait sa religion adoptive des Indiens Choctaw comme excuse pour ne pas saluer le drapeau. Il faisait des discours sur la liberté religieuse avant de quitter son supérieur pour se rendre à la chaîne de commandement suivante. Étonnamment, après un débat houleux entre McNeese et le commandant de compagnie, le capitaine lui a donné l'ordre direct de ne plus jamais manquer de retraite, malgré ses obligations, et à la surprise générale, il n'a jamais plus manqué de retraite. Quel jeune homme étrange, n'est-ce pas? La naissance des Dirty Five. Comme le dit le dicton, les ennuis aiment la compagnie. Un homme comme McNeese ne pouvait sans doute pas être un solitaire. Il avait de nombreux fans qui adoraient ses frasques sauvages et voulaient s'associer à lui. Les conditions de leur base étaient moins déplorables, mais ces gars-là se moquaient assez peu des apparences. Cela était évident dans le fait qu'ils choisissaient pas de conserver de l'eau pour cuisiner et boire, et passaient des jours sans prendre de douche. Cela leur valait le surnom de Dirty Five, ce qui avait commencé comme un acte de moquerie est finalement devenu un emblème emblématique. Mais ces gars n'étaient pas seulement célèbres pour leur mode de vie peu hygiénique. Ce qui les rendait bien connus, c'était leurs habitudes notoires. En dehors de la base, ces gars-là se saoulaient et se battaient avec quiconque était prêt à les affronter. Lors d'une de ces occasions, McNeese et ses amis se sont battus avec 2 policiers de militaires. Alors que les MP essayaient de frapper un des amis de McNeese avec leur matraque, il est intervenu dans la lutte. Il a attrapé l'une des matraques et a mis les 2 officiers à terre. Il a ensuite désarmé les policiers et a tiré leurs armes sur les lampadaires. Comme vous l'avez deviné, cet événement l'a renvoyé à la prison militaire, et il était la seule personne de son groupe à ne pas être promu au grade de soldat de première classe. La naissance des célèbres paras. Les légendes se font, elles ne naissent pas. Les parachutistes américains sont un groupe de soldats hétéroclites qui seraient largués dans des zones de conflit, pendant à leur parachute alors que le feu ennemi les entoure. Ils ont risqué leur vie pour soutenir les troupes au sol ou en cas d'invasion imminente. Où pourriez-vous vous attendre à ce qu'un homme explosif comme McNeese appartienne, à part dans cette équipe d'élite d'hommes héroïques? Bien que, quand on regarde sa personnalité, il est difficile de comprendre pourquoi ses supérieurs ont ignoré ses défauts et lui ont honoré des ailes de parachutiste. Mais est-ce vraiment si difficile à comprendre? Après tout, c'était un soldat pas comme les autres. Même s'il avait des problèmes à suivre les règles, il était bon sur le terrain et prouverait finalement qu'il était un atout inestimable. Ainsi, avec ses défauts, Jake McNeese est devenu membre du 506e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e division aéroportée. Les choses s'annonçaient bien. Enfin, il pouvait s'engager contre l'armée de Hitler, qui le détestait avec passion, la naissance des Filthy 13. En préparation de leur opération, McNeese et son équipe arrivent en Grande-Bretagne le 15 septembre 1943 et le 506e régiment d'infanterie parachutiste commence à établir des quartiers à divers endroits du sud de l'Angleterre. Là, ils commencent immédiatement l'entraînement et tout est physique au possible. Mais McNeese et ses 12 autres amis avaient entendu d'autres plans. Ils allaient tellement s'enivrer la nuit qu'ils seraient encore ivres au moment où ils se présenteraient pour l'entraînement le matin. Bien que le régiment considérait la discipline comme une immense priorité, McNeese trouvait toujours un moyen de troubler le système. Il était un rebelle dans tous les sens du terme et se retrouvait encore et encore à la prison militaire. Ce gars et ses camarades étaient si rebelles qu'ils ne saluaient même pas leurs officiers supérieurs. Imaginez l'audace. Mais ils étaient trop précieux pour être renvoyés. Alors les officiers les supportaient, non. Ces gars-là se souciaient peu de leur apparence et apparaissaient toujours mal rasés et sales à cause de la poussière noire qui les suivait de leur quartier. Vous ne devriez donc pas être surpris du surnom qu'ils ont reçu, les Filthy 13. Il est maintenant temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, l'histoire de cette équipe de marginaux et de rejets a inspiré beaucoup de gens. Ils se sont levés pendant la guerre et ont fait un nom pour eux-mêmes. Leur impact sera à jamais mémorisé comme instrumental dans la manière dont la guerre s'est ensuite déroulée. Ils ont risqué leur vie à chaque saut,
peu sûrs de pouvoir revenir vivants. Avec de la détermination dans les yeux et leur coiffure distinctive en mohawk et des rayures sur le visage, ils faisaient frémir leurs ennemis et ont conduit les États-Unis et leurs alliés du côté victorieux de la guerre. Laissez un commentaire pour rendre hommage à ces vétérans. Maintenant que nous avons terminé avec cela, revenons à la vidéo. Le saut de Normandie. Il y a des opérations qui transforment de simples soldats en icônes, et pour les Filthy 13, l'invasion de la Normandie et de la France occupée par les nazis était leur coup de jackpot. Les hommes anticipaient avant l'invasion avec beaucoup d'enthousiasme. Le moral était très élevé et tout le monde était de bonne humeur. McNeice a été désigné comme le chef du groupe de démolition, les Filthy 13, qui avait pour mission de débarquer derrière les lignes ennemies avant le jour de l'invasion, de tenir un pont ou de le faire sauter s'il tombait aux mains des ennemis. Une mission simple, non? À part le fait que la plupart d'entre eux ne parviendraient quand même pas à toucher le sol, alors que McNeice se préparait à monter à bord des planes de guerre qui les emmèneraient à leur destination, il a eu un regard étrange. En utilisant le rasoir qui faisait partie de sa trousse de premier secours, McNeice s'est rasé les cheveux en style mohawk et a peint son visage avec un mélange de peinture blanche utilisée pour marquer les avions afin de les distinguer des avions ennemis, et de la peinture noire utilisée par le reste de l'équipage pour le camouflage. Lorsque le reste des Filthy 13 a vu cela, ils étaient très perplexes et ont demandé à leur leader rebelle pourquoi il avait choisi ce look. En réponse, Jake McNeice leur a dit que son choix de camouflage était un hommage à ses ancêtres. Sa mère était une indienne Choctaw, et selon leur culture, les guerriers se raseraient de la tête en style mohawk chaque fois qu'ils partaient à la guerre et prenaient les scalps de leurs ennemis comme trophée de guerre. Ses camarades l'ont cru sans hésiter. Sauf que ce n'était pas la seule raison pour laquelle McNeice avait choisi de se coiffer ainsi. Comme il l'a révélé plus tard, McNeice a affirmé que son choix de coiffure était dû à une épidémie de poux en France, ce qui l'a poussé à garder le moins de cheveux possible sur la tête. Mais ce look emblématique est devenu légendaire chez lui. Les images de McNeice peignant les visages de ses camarades alors qu'ils se préparaient ensemble pour un voyage dont la plupart ne seraient jamais revenus sont devenues juste une parfaite description du soldat américain robuste. C'était une nuit calme, alors que l'avion transportant McNeice et le reste des Filthy 13 voguait dans le ciel nocturne en route vers la Normandie. Mais comme McNeice et ses hommes le savaient, c'était juste le calme avant la tempête. Son groupe était le dernier à atteindre la Normandie, et au moment où ils sont arrivés, les choses ne se passaient pas comme prévu. C'était la guerre dans les cieux. Le feu anti-aérien remplissait les cieux. Les avions perdaient de l'altitude à gauche, à droite et au centre. C'était le chaos partout où vous regardez. Mais McNeice encourageait ses hommes. Il leur a demandé d'être courageux et prêts à sauter, même si c'était encore prématuré. Cela a été encore aggravé lorsqu'un éclat a frappé leur avion, frôlant McNeice de quelques centimètres. Bien que sa vie ait été épargnée, les ennuis se préparaient dans le paradis. L'éclat avait touché le parachute de réserve d'un des hommes de McNeice. Heureusement, ils ont tous pu sauter et déployer leur parachute avant que l'avion n'éclate en flammes. Bien qu'ils aient tous sauté, tous ne sont pas parvenus au sol, et certains qui ont même atteint le sol ont été tués dès qu'ils l'ont touché. Il semblait que la mission était un désastre complet, mais cela était attendu. McNeice lui-même avait fantasmé sur ce moment lorsqu'il atterrirait et deviendrait un solitaire, libre de tout commandant supérieur. Peut-être pourrait-il même engager 1 ou 2 soldats nazis au corps à corps, il était plutôt confiant qu'il serait le dernier homme en vie. Seul, McNeice marchait dans la nuit, méfiant des soldats ennemis, avant de finalement retrouver un couple d'autres soldats d'un autre groupe qui avait également perdu le reste de son équipage. Il était devenu leur chef temporaire en un instant. Il poursuivit son chemin, ramassant tout soldat déplacé qu'il trouvait en direction de leur destination. Leur tâche était de sécuriser les ponts près de Carrington en préparation du jour J. La plupart de ses camarades étaient présumés morts, mais ce n'était pas le moment de faire le deuil, c'était le moment d'avancer, et ils avancèrent. Les hommes ont fait exploser quelques ponts et d'autres infrastructures sur leur chemin. Finalement, ils atteignirent le pont et le défendirent de leur vie. Malheureusement, tous leurs efforts ont été réduits à néant après que le pont ait été bombardé par le gouvernement américain. Les autorités avaient cru que la mission avait échoué et que tout le monde sur place était mort comme un dodo, alors elles avaient décidé de bombarder le pont par une attaque aérienne. Heureusement pour McNeice et ses hommes, ils étaient en position sécurisée. Donc, ils ont survécu à l'assaut. Jack Womer. Mais McNeice n'était pas le seul membre des Filthy 13 à avoir survécu.
De l'autre côté, un autre membre des Filthy 13 avait survécu au saut et voyageait également seul à la recherche de visages amis. Son histoire mérite également d'être mentionnée. Il s'appelait Jack Womer. Alors que l'opération Overlord avançait, Womer se retrouva aussi seul derrière les lignes ennemies. Les choses ne s'annonçaient pas très bien, mais il s'en sortit vivant, sauvant même la vie de nombreux autres soldats. Son entraînement de commando a joué un rôle crucial dans sa survie, et il a également participé plus tard à la bataille pour les Pays-Bas ou à l'opération Market Garden, ainsi qu'à la bataille des Ardennes, dont il est également sorti vivant. Après que Jake McNeese ait été promu à la tête des Filthy 13, Womer a pris sa place. De plus, Womer faisait également partie de cette équipe d'élite de soldats qui ont avancé vers la maison d'Hitler à Berchtesgaden, en Allemagne. Tout cela a été accompli avec ses camarades des Filthy 13. Au moment de sa mort, le 28 décembre 2013, à l'âge de 13 ans, il était le seul membre vivant des Filthy 13. L'opération Market Garden. À la suite du succès de l'invasion du jour J, McNeese et son équipe de démolition ont été, une fois de plus, appelés pour une autre mission, codée sous le nom d'opération Market Garden. C'était le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'opération a commencé le 17 septembre 1944 et s'est terminée le 25 septembre. Réalisée par l'armée des États-Unis en collaboration avec les forces alliées, la mission visait à envahir les Pays-Bas occupés par les nazis. Les historiens considèrent cette opération comme la plus grande opération aéroportée de la guerre. La mission était à double tranchant. Market, la première partie, était l'assaut aéroporté des 101e et 82e parachutistes des armées britanniques et américaines. C'est ici que McNeese et ses hommes entraient en scène. Leur rôle était de parachuter dans les territoires ennemis afin d'établir une route d'invasion pour faciliter les mouvements alliés depuis la frontière belge jusqu'à Nijmegen, aux Pays-Bas, via Eindhoven. Bien que beaucoup considèrent au passé l'opération Market Garden comme un échec massif et souvent considéré comme l'un des principaux revers des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, en réalité elle a assez bien réussi. Cela a été grâce aux efforts courageux des Filthy 13 de McNeese. Ils ont fait sauter des ponts, sécurisé des voies navigables, détruit encore plus de ponts et en ont capturé certains. Ils ont également joué un rôle clé dans la capture de la ville d'Eindhoven. Pas encore impressionné ? Vous devriez également savoir que cette équipe hétéroclite a accompli une tâche prévue pour 6 jours en seulement 36 heures. Incroyable. Bien qu'au cours de la mission, les Filthy 13 aient gagné une réputation de problème, leur performance incroyable compensait leur personnalité explosive. Prenez par exemple après que la 101e division aéroportée ait dégagé une autoroute reliant Eindhoven à Weigel pendant l'opération. Le poste de commandement du 506e régiment d'infanterie parachutiste a alors laissé McNeese et son équipe hétéroclite des Filthy 13 pour garder les 3 ponts critiques situés sur le canal d'Eindhoven. Cela témoigne de la compréhension mutuelle qui existait entre camarades pendant la guerre et prouve le niveau d'excellence avec lequel les Filthy 13 travaillaient sur le champ de bataille. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, on ne peut nier le fait qu'ils étaient l'entre les meilleurs, et ils le savaient. L'offre Pathfinder, à quel point faut-il être une menace pour que vos supérieurs veuillent collectivement vous éloigner, peut être aussi notoire que Jake McNeese. En décembre 1944, ses supérieurs décidèrent qu'ils avaient assez de ses problèmes et lui proposèrent de faire partie du service de reconnaissance. Nous savons que cela peut sembler être une promotion, mais ce n'était vraiment pas le cas. Vous voyez, le service de reconnaissance était constitué d'un groupe de soldats qui étaient entre les premiers à être largués dans des zones de conflit. Tout le monde savait que c'était une mission suicide. C'est pourquoi l'enrôlement dans cette force d'élite se faisait sur volontariat. Quelle était la dangerosité de cette mission ? Eh bien, si dangereuse que seulement 80% des parachutistes parvenaient à toucher le sol. Maintenant, une équipe de reconnaissance était composée de 10 hommes. Cela signifie que seuls 2 d'entre eux étaient censés survivre et accomplir la mission. Comprenez-vous maintenant l'étendue du danger associé à cette équipe ? À ce stade, il était évident qu'il voulait vraiment se débarrasser de lui. Mais vous connaissez McNeese, il ne recule pas devant un défi. Après avoir réfléchi un peu, McNeese a décidé de se porter volontaire pour la mission dangereuse. Dès que ses hommes le virent emballer ses affaires pour partir au camp d'entraînement du service de reconnaissance, tous ces hommes étaient aussi touchés et inspirés. Ils ont immédiatement commencé à faire leurs valises, car ils ne pouvaient pas se permettre de laisser leur leader risquer sa vie tout seul.
Cela témoigne de l'impact positif qu'il avait sur ses hommes. Tous les volontaires du service de reconnaissance furent rapidement transférés au 9e commandement des transporteurs de troupes à Chalgrove, en Angleterre. Dès leur arrivée au camp, McNeese a commencé à briller comme l'étoile qu'il était. Le commandant de compagnie, le capitaine Frank Brown, l'a immédiatement nommé sergent-major par intérim. Cela était également dû au fait que McNeese avait été en combat depuis la mission de Normandie, et Brown était convaincu que McNeese serait capable de préparer les hommes à toute mission future de Pathfinder, mais rien n'aurait pu préparer McNeese ou le reste des Filthy 13 à ce qui allait se passer ensuite. La mission surprise à Bastogne. Si vous vous demandez pourquoi McNeese a décidé d'opter pour une mission qui équivalait définitivement à un suicide, vous devriez vous rappeler que nous parlons ici d'un homme très intelligent. Évidemment, il ne prendrait pas une telle décision sans avoir un agenda caché, et bien sûr c'était le cas. En réalité, Jack McNasty McNeese croyait qu'une fois sa formation de Pathfinder terminée, la guerre serait finie. Cela signifiait qu'il n'aurait pas à risquer sa vie lors d'un autre saut. À son insu, lui et ses hommes étaient hantés sur le point de subir le choc le plus rude de leur vie. Le 23 décembre 1944, le lieutenant Schrabel Williams s'approcha de McNeese et l'informa de préparer son équipe pour un saut de combat cet après-midi-là. Surprise, surprise, on dirait que M. McNasty avait une dernière danse avec la mort avant de finalement prendre sa retraite. Selon Williams, la 101e était isolée à Bastogne et ne pouvait pas se réapprovisionner en items importants comme des médicaments, de la nourriture et des munitions. À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi chaque supérieur sous la direction duquel McNeese a travaillé le considérait comme digne de poste de leadership. Malgré son caractère manifestement défectueux, il se retrouvait toujours en tête de chaque équipe à laquelle il appartenait. Assurément, il devait faire quelque chose de bien. En réalité, McNeese a été sélectionné comme sergent-major par intérim en raison du fait qu'il avait prouvé sa compétence tactique et technique depuis le débarquement en Normandie. Ses compétences en leadership se sont également manifestées lorsqu'il a pu rassembler une équipe de Pathfinders compétents en seulement 10 jours après son arrivée à Chalgrove en Angleterre. Alors que McNeese et son équipe se dirigeaient vers le tarmac à quelques minutes du décollage, le commandant de vol sortit une carte et leur montra où se trouvait Bastogne. Puis il a fait une puissante déclaration de mission. Cela ressemblait à ceci. « C'est Bastogne. Votre division est occupée et complètement entourée, du moins c'était le dernier endroit où nous les avons entendus. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis 2 jours. S'ils sont encore là ou non, je ne sais pas. Toutes les indications laissant à penser qu'ils le sont toujours. Vous allez sauter là-dedans dans le cadre d'une mission de réapprovisionnement. Ils n'ont plus de munitions, de médicaments ou de nourriture. Ils n'ont plus rien d'autre qu'une poignée d'hommes. Nous devons maintenir et contrôler Bastogne pour empêcher la Blitzkrieg de réussir. » Mais ces gars-là ne savaient vraiment pas où ils allaient. McNeese et ses hommes robustes avaient en très peu de compréhension de leur environnement opérationnel. Mais ils ont fait ce qu'ils avaient toujours fait depuis le début de la guerre. Ils sont allés à la guerre avec un moral élevé et un niveau de confiance plus élevé que la Tour Eiffel. Parce que McNeese comprenait la gravité de la situation, il a recommandé que 2 équipes de Pathfinders soient envoyées en mission. Cela était parce que, si un avion était abattu, l'autre pourrait continuer à atteindre ses objectifs. Par conséquent, McNeese a dirigé 2 équipes de Pathfinder de 20 hommes vers Bastogne, vers un avenir incertain et une possibilité plus certaine de mort. C'est là que ce soldat emblématique a montré à quel point il était impressionnant et a cimenté son héritage pour la vie. Nous vous avons dit plus tôt que participer à une mission de Pathfinder comportait seulement 20% de chances de survie. Donc seuls 4 de ces 20 hommes étaient censés survivre et accomplir la mission. Mais McNeese et ses hommes ont absolument brisé ces probabilités de survie. À la fin de la journée, un soldat seulement a été perdu, et 19 des 20 ont survécu, même si McNeese et son équipe n'avaient pas accès à des photographies aériennes de Bastogne ou des positions ennemies potentielles. Il était également dépourvu de communication radio avec le commandant sur le terrain. Malgré ses préoccupations, McNeese a su naviguer prudemment comme le leader véritablement exceptionnel qu'il était, et il a préservé la vie de ses hommes. Grâce à ses efforts et à ceux de ses hommes, le corps aérien a été en mesure de larguer plus de 600 chargements d'avions de munitions, de nourriture, de carburant et de fournitures médicales tant nécessaires à Bastogne. Pas étonnant que ce soldat soit devenu un symbole de fierté et de détermination américaine.
Après la guerre, McNeese est devenu observateur auprès de la 17e division aéroportée pendant l'opération Varsity. Il est incroyable comment il a pu survivre à tant de sauts. En 2012, Jake McNeese a reçu la Légion d'honneur française au grade de chevalier. Le soldat James Elbert Jake McNeese est décédé le 21 janvier 2013 à l'âge de 93 ans. Les autres membres de cette équipe hétéroclite connue sous le nom de Filthy 13 méritent également d'être mentionnés. Ils comprennent, sans ordre particulier, Jack Agnew, George Buren, Roland Franchi, R. Barabo, Robert S. Cohn, Charles Darnell, John Dewey, Charles G.N., James F. Green, John Hale, James E. Leach, Louis Lepp, Thomas Lonergan, Max Majewski, Miguel Marquez, le lieutenant Charles Mellon, Frank Milan, John H. Moore, Joseph Oleskiewicz, Frank Pallas, Herb Pierce, Charles Ploda, George Radica, Andrew Rasmussen, Brinsley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code et Jack Hawkeye Womer. Cette liste inclut à la fois l'équipage original de Normandie et les nouveaux membres de l'opération Overlord et de leurs autres opérations. Cette équipe d'élite de soldats a été idolâtrée dans la culture populaire. Ils ont même un film qui a été réalisé basé librement sur leurs histoires, bien qu'ils aient été grossièrement mal représentés par les représentations hollywoodiennes. Bien qu'ils étaient très différents de votre équipage ordinaire de soldats, les Filthy 13 ont cimenté leur héritage durant la Seconde Guerre mondiale, et leurs noms ont été gravés à jamais dans les sables du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.